Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch sur la chaîne Football, bienvenue, bonsoir à tous pour le troisième avant-match en à peine une semaine. On est aujourd'hui après l'avant-match de Rangers, après l'avant-match de Paris, pour l'avant-match de l'Estac, puisque on enchaîne tous les 3 jours. Et non, ce n'est pas un match européen en semaine cette semaine. Je fais beaucoup de fois le mot semaine en une seule phrase. On est en Ligue 1 et on continue avec une journée de Ligue 1 en semaine. Il y en a quelques-unes, c'est assez rare, mais on est extrêmement heureux de vous proposer ces avant-matchs, même avec des horaires spéciaux, puisque on n'a pas trop l'habitude de voir des matchs en semaine comme ça en Ligue 1. Et avec moi, il y a toujours Tekken pour m'accompagner. Salut Tekken. Salut Melt, salut à tous. Salut Lucas qui est dans le chat, salut à tous les gens qui rejoignent. On va être là pendant 1 heure pour discuter de cette formation de l'Estac, pour faire l'avant-match. Et avec nous ce soir, il y a Antoine qui est notre invité, qui est un suiveur de l'Estac. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les fans lyonnais. Et puis, s'il y a des fans de l'Estac, on ne sait jamais sur la chaîne. Bonsoir à vous aussi. Bien évidemment, si vous êtes supporter de l'Estac, dites-le nous, on sera ravis de vous accueillir. Cette émission est également faite pour vous, pour un petit peu introduire cette confrontation et pour pouvoir discuter non pas uniquement d'Olympique Lyonnais. Quand il y a un match, on oublie souvent qu'il y a deux équipes et que bien évidemment ces deux équipes, elles s'affrontent et il faut qu'on discute de l'adversaire. C'est quelque chose d'hyper important et on le fait ensemble et on commence maintenant. On va débuter avec cette formation de l'Estac et ton rapport finalement à l'Estac. Je sais pas si le terme est excellent, Antoine. Finalement, toi, tu me disais, t'es pas un suiveur de l'Estac depuis 1986, la création du club. T'es quelqu'un qui est assez neuf, on va dire, comme supporter, et tu as eu une magnifique activité puisque tu commentes ces matchs de l'Estac. Voilà, tout à fait. En fait, je suis surtout un amoureux du foot au départ. Mais c'est vrai que moi, mon premier match au Stade de l'Aube, c'était en 2017, hein, c'était un derby Troyes-Reims. Alors évidemment, ça nous met tout de suite dans le bain quand même. J'ai rejoint moi, Troyes, par, comment dire? Par mon parcours professionnel et du coup, voilà, je suis quand même un petit peu, tombé sous le charme de cette ville, de l'Estac et là, du jeu proposé depuis quelques années par l'Estac, hein, qui même avant le covid avait loupé, la montée pour pas grand chose et les barrages aussi pour pas grand chose. Donc voilà, moi c'est depuis vraiment 4 ans que je vais au stade de l'Aube et puis donc maintenant je commente, les matchs sur une radio locale, voilà depuis 2 ans. Donc je suis les stacks au quotidien, donc je pense que je peux apporter des éléments, pour les fans, de l'OL, voilà sur l'équipe et sur comment se structurent les stacks depuis quelques années et aussi sur le visage qu'ils peuvent montrer, chez vous, à Lyon, enfin voilà, dans Demain. quelques heures maintenant. Ouais, ouais, c'est déjà demain. On fait ce live à la veille de match. On a pu avoir les dernières informations. On parlera du groupe lyonnais, bien sûr, qui est tombé tout à l'heure. Pour l'heure, on va un peu parler de l'Estac. On va parler du dernier match. L'Estac qui, lors de la dernière confrontation en Ligue 1, était opposé à Montpellier. Cette formation de l'Estac qui s'en est sortie avec un match nul et un but de Johan Tousgar qui a débloqué la situation avant que finalement l'Estac se fasse rejoindre au score, malgré une réduction à 10 des Montpellierins avec un double jaune pour Tuller. Finalement, ce but de TJ Savanier à la 87e, ça a été Ouais, ouais. une déception de voir cette équipe de l'Estac ne pas arracher cette première victoire au stade de l'Aube. Ouais, ça a été une déception et c'est vrai que, on a fait 3 matchs au stade de l'Aube depuis le début de saison, 3 déceptions où on passe pas loin de mieux. 2 défaites contre Paris et Monaco. Alors c'est vrai qu'on a un calendrier à domicile, Pour le qui moment, c'est très est qui est chaud. vraiment un calendrier de l'enfer, hein. Tu promu, tu commences avec Paris, Monaco, Montpellier, des équipes du haut de tableau, dès le début du championnat. Voilà, Paris-Monaco déjà, pour commencer, tu es dans le bain tout de suite. Et puis Montpellier, alors de la frustration sur les 3 matchs, mais globalement Montpellier encore un peu plus parce que, Montpellier n'a pas été dangereux. Ils ont bien été contenus, vraiment
par les stacks. Je pense même qu'au milieu de terrain, on était vraiment supérieur. Et puis derrière, la défense a bien tenu. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Et finalement, c'est à 10 sur un long ballon, sur une bonne dernière passe de Gioacchini, que voilà, on se fait surprendre. Frustrant, ouais, frustrant parce que on aurait pu enchaîner 2 victoires d'affilée après la victoire à Metz et du coup, Batles le disait en conférence de presse, si on avait eu les 3 points, le match à Lyon aurait été un match bonus et là, bah, ce sera pas un match bonus malheureusement pour nous. Et oui, ce sera pas un match, on va dire, à une importance, moindre, même si c'est pas ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que, quand tu es les stacks, si jamais tu peux aller à Lyon en disant: «J'ai déjà pris 6 points et on est tranquille», on peut se permettre, une contre-performance face à Lyon. C'est toujours agréable, même si quand on connaît Laurent Batles, on en parlera, du coach de cette équipe de l'Estac, peu importe l'adversaire, l'objectif, il est toujours de gagner et de jouer correctement. On parlait Ouais, avant voilà, le ouais, vas-y, vas-y. ouais, ouais, non, mais c'est exactement ce que tu dis et puis je pense que cette notion de match bonus aussi, je pense que derrière ça, Batles avait l'intention d'introduire, de donner du temps de jeu à certains autres joueurs. Voilà, parce que les matchs sont très rapprochés. On aura des matchs tous les 3 jours là, même si troyen évidemment on n'est pas européen. Mais, mais voilà, il avait cette ambition-là, je pense et il va peut-être y renoncer justement à cause de ça, on verra bien. Oui, c'est toujours intéressant de voir ces petites équipes qui savent qu'ils ont rien à perdre face à des très, très gros. On l'a vu face à Paris, il y a eu un très, très beau match de la part de l'Estac. On parlera de la forme de l'Estac et on fera un petit retour en arrière sur les derniers matchs et plus en détail sur ce qu'a proposé l'Estac depuis le début de la saison. On va enchaîner, tout doucement avec les indisponibles. Mais dernière petite question que je vais te poser tout de suite, comme ça, très rapide. Si tu dois nous sortir un joueur depuis le début de la saison que tu juges être un joueur en forme, être un joueur qui peut être dangereux pour le prochain match, on discutera de ça vraiment plus en détail en toute fin de live, mais dès maintenant, si tu vas me donner un joueur que toi, depuis le début de la saison, trouves intéressant. J'en ai 3 qui me viennent en tête. Alors je vais en choisir un, je vais dire, Rominique Kouamé qui monte vraiment en puissance au milieu de terrain. Je vais parler de ce joueur-là. C'est un joueur qui était prêté par le LOSC l'année dernière, que l'Estac a voulu vraiment acheter en fin de saison, qu'on a recruté pour 2,5 millions. Et sincèrement, pour ce montant-là, je trouve que c'est un vrai hold-up. Il fait partie des meilleurs dribbleurs en Europe. Ça, il faut le savoir. Enfin voilà, il est dans le top 10. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un volume de jeu absolument énorme, qui a un milieu box-to-box, qui se projette beaucoup vers l'avant, qui est pas toujours juste dans la dernière passe, justement, parce que des fois, il manque de lucidité. Mais au milieu de terrain, si je pense vraiment, en termes de volume de jeu, il est très difficilement, comparable. Et du coup, je pense qu'il peut poser beaucoup de problèmes. Dans ses projections vers l'avant, il peut poser énormément de problèmes et étant donné que, voilà, dans la surface, on a toujours le pied de Johan Tousgar aussi qui traîne. Il suffit de pas grand-chose, il suffit d'une projection vers l'avant de Kouamé pour faire en sorte que voilà, que Tousgar, se régale avec des miettes. Donc j'aurais tendance à miser sur Kouamé avec ce petit binôme, Johan Tousgar, voilà. Mais étant Vachement donné que je intéressant. pense que les supporters de l'OL connaissent moins Rominique Kouamé, C'est vrai. je voulais en parler ce soir, quoi. Et tu as bien raison. On va parler des indisponibles côté Estac. Alors, ce qu'on a discuté un peu, indisponible, le terme est fort, c'est surtout des incertitudes. Concernant cette équipe, on a l'incertitude concernant Issa Kaboré, qui était latéral droit lors du dernier match, qui est sorti sur blessure. Euh, Mmh. il pourrait, Qui oui, devrait jouer, hein. qui Qui devrait devrait, enfin, en jouer. tout cas, qui est dans le groupe et qui devrait jouer Caboret, puisque en conférence de presse, Batles a signalé que c'était moins grave que ce qu'on pensait et qu'il serait sûrement disponible pour le match. C'est une Donc bonne nouvelle. voilà, c'est encore une incertitude. On est à 75-25, mais
Mais en tout cas, Caboret, ça aurait été le troisième larron duquel je voulais parler depuis, enfin, quand tu m'as posé cette Oui, question ok, ok. sur le mec le plus en forme, quoi. Donc méfiance, méfiance quand même pour le côté gauche de l'OL. C'est du coup une très bonne nouvelle de savoir qu'il pourra éventuellement rentrer sur ton côté droit. C'est le piston droit de cette formation de l'Estac. On fera un petit tour sur les compositions probables en toute fin de match. À l'image, vous avez également Yasser Laribi qui est arrivé, lui, de Liverpool, qui était pas prêt physiquement, comme pas mal de joueurs prêtés par Manchester City. On parlera du City Group et de l'influence qu'il y a sur les stacks. Et il y a également le Sud-Coréen Souk qui était indisponible, qui n'était pas là lors du dernier match. Est-ce que Ouais, on ouais. en sait un peu plus pour lui? Alors il devrait pas être présent. On avait aussi, enfin Sou qui est encore un peu juste. On avait Ouais, aussi, absent sur les derniers matchs, on avait Mama Baldé et Renaud Ripart qui s'étaient fait mal. Alors Ripart, c'était à l'échauffement à Metz et puis Mama Baldé s'était fait mal comment dire? Avant le match, juste avant le match contre Montpellier et pareil, on devrait les récupérer, ils devraient être dans le groupe. Pas sûr qu'ils soient titulaires d'entrée, mais ils devraient être là contrairement à Souk. d'accord. Donc c'est déjà des, euh, des, euh, des retours de joueurs qui étaient sélectionnés au dernier match. Salut à Original WSK dans le chat qui nous dit Yo les gones. Et ben merci Yann qui vient de follow la chaîne. Un grand plaisir. Salut à toi Yann. Et on va pouvoir discuter, renchaîner. Je vais laisser la parole à Tekken pour nous parler des indisponibles côté lyonnais, puisque il y a des bonnes nouvelles, il y a des plus mauvaises, mais il y a en tout cas des retours de blessures déjà qui vont faire plaisir et qui vont faire du bien. Absolument. On avait eu une semaine déjà, il y a quelques jours assez marquée par des indisponibilités de premier plan. On pouvait penser à Léo Dubois, à Moussa Dembélé, à Thiago Mendes aussi, qui, même s'il n'est pas un titulaire indiscutable, il avait quand même eu pas mal de minutes sur ce début de saison. Les trois sont revenus dans le groupe pour le match contre les Stacks, donc c'est déjà un premier point qui est sacrément positif, d'autant plus que l'OL a accumulé pas mal de fatigue avec 2 déplacements consécutifs, d'abord en Écosse puis ensuite au Parc pour affronter le PSG. Parmi les joueurs qui vont être absents et pour lesquels il n'y avait pas forcément de doute là-dessus, Tino Kadewere qui est toujours blessé, Jeffrey Nedelaïd qui est en phase de reprise depuis déjà un bon moment et qui devrait faire son retour opérationnel dans le groupe dans les prochaines semaines. On rappelle il avait subi une rupture des ligaments croisés, la deuxième. On a un autre joueur aussi côté OL qui va manquer à l'appel, c'est Enrique, le latéral gauche. On parlait justement avec Romini Kwame du côté droit, côté, pardon, avec la Avec Russie Caboret. du côté et Caboret, oui, Caboret, pardon. Avec Caboret Du côté côté, droit et stack. c'est ça, voilà. Du côté droit de l'Estac, et du coup, l'OL avec le côté gauche se retrouve avec à nouveau Emerson qui va être du coup quasiment titulaire Par assuré. défaut, même presque à ce C'est ça, niveau-là. voilà, titulaire par défaut, aucune possibilité de faire tourner pour le reposer un petit peu, parce que c'est un joueur qui, depuis qu'il est à Lyon, a enchaîné tous les matchs, depuis le match contre Clermont. Donc, aucune possibilité pour lui de souffler, et il va devoir à nouveau enchaîner 90 minutes à haute intensité, avec très peu de temps de récupération, donc c'est un risque supplémentaire, on va dire, pour ce joueur-là. Et Ça c'est va à peu être près hyper tout. intéressant de voir Emerson contre Caboret, parce que c'est deux joueurs qui montent énormément. Oui. Ça va être hyper intéressant de voir cet affrontement là sur le flanc gauche de l'OL. C'est ça, hein. Surtout qu'en plus, Emerson, en fait, Emerson, tout le monde dit, a raison, que c'est un latéral qui monte beaucoup. En fait, c'est surtout un latéral qui sait faire les deux, en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il a à la fois cette faculté à sentir quand est-ce qu'il peut se projeter pour justement apporter offensivement, mais c'est aussi un latéral, en discutant avec des supporters de Chelsea, c'est en discutant avec eux que je me suis rendu compte de ça. C'est aussi un latéral qui est très fiable et très serein défensivement, et c'est un point qui a été beaucoup moins souligné à son sujet lors de son arrivée à l'OL. Donc voilà, c'est un latéral qui a la faculté de combiner, on va dire, ces deux aspects-là. Et oui, Et c'en est à peu près tout pour les indispos côté OL. ouais, ça fait trois indispos, on va dire, de sûrs qui sont pas là pour ce match. Les deux blessés, Kadewere et René Delaïde, et Enrique, dont on ne sait pas si c'est une blessure ou si jamais c'est un choix de Peter Boss. En tout cas, il n'y a pas non plus de Kasselu Lukeba qui aurait pu faire office de défenseur gauche. Si jamais Emerson devenait venir à sortir,
devrait, je pense, soit avoir un changement de système, soit avoir un Léo Dubois qui pourrait dépanner côté gauche. Quelque chose qu'on avait déjà vu lors du tout premier match de la saison face à Brest, puisqu'à ce moment-là, on n'avait pas encore recruté Enrique, Maxwell Cornet était blessé, si j'ai pas En de fait, on bêtises. avait recruté Enrique, mais tu te souviens, c'est le moment où Enrique Ah était oui, oui, suspendu voilà, parce qu'il oui. s'était pris un carton rouge en Copa Libertadores au mois de mai 2021. Enfin, le scénario était complètement loufoque, mais Enrique a raté le premier match de Ligue 1 pour une suspension en Copa Libertadores. Enfin, bref, l'histoire s'en rappellera. C'était C'est un gag. c'était assez incroyable. On va passer à la partie historique de cette formation de l'Estac. L'Estac qu'on connaît aujourd'hui sous ce nom de l'Estac, c'est un nom qui n'existe que depuis le début du 21e siècle, depuis 2000. En vérité, Troyes C'est est, ça, est c'est un ça. club qui est beaucoup plus vieux que ça. Avant même qu'on parle de l'Estac, l'Attaque qui était le nom de ce club troyen, il y avait déjà eu Ouais, d'autres clubs à Troyes, puisque le tout premier club troyen qui accède à la première division, c'est en 1954-55, première année que un club de la ville de Troyes se retrouve en division 1. À ce moment-là, on parlait pas du tout des stacks, on parlait même pas encore d'attaque. Et en fait, il faut attendre l'année 1967 pour que en 1967, on ait la disparition de ce qui s'appelait l'ASTS et la création du TOS. Le TOS, c'est le 3 Omnisport, qui va en 1970, excusez-moi, je reprends mon souffle, qui va en 1970 ouvrir la section foot et qui va créer ce club, premier, on va dire, club de Troyes qui fera beaucoup de saisons en tant que professionnel, en tant que division 1 déjà, et ensuite, il y a donc l'arrivée euh, en 1986, la naissance de l'association 3 Aubes Champagne, pour ce surnom de l'attaque, qui va être la genèse de ce qui sera au final l'Estac. Ça se passe en 1986. Ça a été un club qui a beaucoup fait de deuxième division, qui a beaucoup évolué en Ligue 1 dans des bas de classement de Ligue 1. Le meilleur résultat de l'Estac, si je ne dis pas de bêtises, c'est septième de Ligue 1. C'est un club qui est en reconstruction et qui a vécu ses meilleures années au milieu des années 2000 avec une petite épopée européenne, même en intertoto. ouais, Euh, ouais, même début des années 2000, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Alain Alain Perrin, Perrin, tout à fait. Le fameux. le fameux, qui est une légende à Troyes, hein, Et oui, ici, voilà, il a passé plus de 7 ans, 7 8 ans, je crois, même plus. un peu, non, non, un peu moins. Il a passé moins de temps que Jean-Marc Furlan. Enfin voilà, mais en tout cas, Alain Perrin, c'était avec 9 lui ans. cette comment dire, épopée en Coupe Intertoto. Et puis ce premier tour de Coupe UEFA contre Leeds. Voilà, c'était avec lui. Et du coup, voilà, c'est resté un souvenir indélébile pour tous les anciens, les supporters de l'Estac, il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'était une autre époque, mais l'Estac qui fait 0-0 à domicile et qui va faire 4-4 à Newcastle pour gagner l'Intertoto. Enfin, c'était, voilà, c'est des moments mythiques pour tous les supporters de l'Estac. Et puis après, bah, comme tu l'as dit, un Melt, il y a eu enfin, on a été sponsorisé par Otis, quoi. Enfin, c'est-à-dire, voilà, il y a eu de l'ascenseur à tous les étages. Division 1, Division 2 nationale. Voilà, enfin, depuis une vingtaine d'années maintenant, presque. Oui, c'est vrai que on a ces années 2010, on va dire, c'est vraiment l'année où on parle de 3 comme un ascenseur, parce que ça descend et ça remonte tous les 2 ans, quoi, même pas. Et au final, Même pas, même pas. c'est les années Mm. Furlan qui restera de 2010 à 2015, son deuxième passage. Jean-Marc Furlan qui garde une place forte du côté de Troyes, qui est un coach qui a beaucoup duré, au même titre qu'Alain Perrin. C'est, Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. est-ce que tu C'est te... Vas-y. les 2 coachs emblématiques, hein, vraiment, voilà, Ouais, qui ont laissé vraiment une trace, beaucoup plus que Jean-Louis Garcia, par exemple, qui est passé, de 2004 à 2007, je crois, si je dis pas de bêtises, heu, qui pourtant est aussi un coach, voilà, renommé,
de Ligue 2, hein. Il était encore l'année dernière à Nancy, mais il a pas laissé cette empreinte comme Furlan ou comme Alain Perrin. Ouais, c'est-à-dire que, cette formation de ce club, on va dire de l'Estac comme on le connaît, si on compte également l'attaque et finalement c'est un club extrêmement jeune, 1986, c'est très peu, à l'échelle d'un club et au final, c'est vrai Mmh. que rester 3, 4 saisons pleines fait déjà qu'on marque très fortement l'histoire de l'Estac et pour, changer un peu, ne pas parler uniquement des coachs, à l'image, vous avez également un joueur emblématique pour ceux qui sont habitués des avant-matchs, j'essaie toujours de faire une slide et d'introduire, de lancer quels sont le meilleur buteur et le joueur le plus capé du club. Pour ce qui est de cette formation de l'Estac, c'est un seul homme, Benjamin Nivet, qui est une véritable légende, lui aussi, de l'Estac 3. Ah oui, complètement, complètement. Benjamin Nivet, voilà, il est rentré dans l'histoire de l'Estac et même si il a fait ses jeunes années du côté de la JOCR, pourtant c'est un rival, voilà, c'est un rival de l'Estac. Alors peut-être un peu moins que le Stade de Reims, on va dire, puisque la rivalité, je pense, est un peu plus forte entre Troyes et Reims voilà, parce que c'est la même ancienne région administrative aussi, Champagne-Ardenne. Mais il y a une vraie rivalité aussi entre Troyens et Auxerrois et de voir qu'un joueur, qui a quand même débuté, voilà, comme Benjamin Nivet, sous les ordres de Giroud, enfin voilà, à l'époque à la JOCR et que maintenant ce soit vraiment une légende de l'Estac, c'est dire tout ce qu'il a accompli pour le club et son dernier fait d'armes, c'est la dernière montée de l'Estac, donc pas celle du champion, mais juste avant, donc du coup en 2017 où en barrage, voilà, il marque un but à la 92e en barrage aller contre Lorient et c'est ce but-là au final qui fait monter l'Estac en Ligue 1, juste derrière, donc c'est on va dire l'apogée d'une carrière immense, quoi. Ouais, l'histoire est vachement belle et c'est un joueur qui a vraiment marqué par beaucoup ce club de l'Estac, ce club de Troyes qui, depuis en 2019, arrive l'arrivée je vais refaire la phrase. Ce club de l'Estac qui, en 2019, a l'arrivée de Laurent Batles et ce fameux Laurent Batles amènera l'Estac non pas à simplement la montée comme on a eu en 2017, mais carrément au titre de champion de France de Division 2 l'année Ouais. dernière. Donc cette formation de l'Estac qui est promue, on l'avait peut-être pas encore dit officiellement, on va dire, la phrase n'était peut-être pas sortie directement, mais voilà. 3 est un club promu de Ligue 2, champion de Ligue 2 l'année dernière. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Après, voilà, sur une saison d'une constance, voilà, ce qui a fait le titre de champion, c'est vraiment la constance, la régularité de l'Estac, qui après un ou 2 revers consécutifs, tout de suite, se laissait pas aller et dans une spirale négative comme d'autres clubs ont pu vivre et ça a été la différence, par exemple, avec Toulouse qui a craqué sur la fin après une saison, aussi, très régulière. Clermont qui avait manqué des points, eux, sur le début de saison et qui en a pâti, finalement à la fin. La différence avec les stacks, c'est que les stacks a été super régulier en prenant, en prenant quasiment 2 points par match, du début à la fin de la saison et voilà, je pense que dans le niveau, global, quand les équipes étaient à leur top, on était vraiment 3 clubs, qui se tiraient la bourre. Mais en termes de régularité, Batles voilà, motiver son équipe sur 38 journées et tenir tout le monde concerné pendant 38 matchs et c'est clairement ce qui a fait la différence et on espère qu'en Ligue 1, ce sera la même chose puisqu'en Ligue 1, tout de suite, si tu commences à perdre 2-3 matchs d'affilée, on l'a vu avec Dijon l'année dernière, tu commences à perdre du terrain sur tes opposants, voilà, le mental, il en prend tout de suite un coup et tu arrives plus du tout à te relever. En tout cas, c'est pas du tout aussi simple qu'en Ligue 2. Donc, on espère que ces qualités mentales-là qu'on a démontrées en Ligue 2 vont nous sauver cette année en Ligue 1. Oui, oui, bien sûr. Salut à Pacourianos dans le chat. Et c'est vrai que ce genre de moment où tu perds 3, 4 matchs
peut enchaîner une véritable saison catastrophique. On s'en rappelle en 2016, 3 qui était en Ligue 1, qui finit dernier avec 18 points, je crois, si je dis pas de bêtises, quelque chose du style, Ouais, 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 ouais. Une qui avait saison été, calvaire, vraiment. Ouais. ouais, qui avait Mm. été une saison vraiment extrêmement mauvaise sous Saison les. où on prend 9-0 à domicile par le PSG d'ailleurs. C'est la saison du 9-0. Ouais, Euh, ouais, ouais. bah, Au stade c'était. de l'Aube, avec le PSG qui fête son titre de champion sur un 9-0 pendant que l'Estac est officiellement relégué. Enfin, vraiment une saison hyper calvaire pour tous les supporters troyens. Ouais, ouais, c'est sûr que ça fait mal de voir ce genre de moment. On va parler plus en détail de l'organigramme actuel. On a introduit l'arrivée de Laurent Batles en 2019, mais il y a surtout eu beaucoup de changements cet été. Ce n'est pas le cas du directeur sportif François Vitali, mais c'est surtout le cas de cette nouvelle gouvernance incarnée par le City Group, avec le nouveau président Simon Cliff et avec le président exécutif, le directeur général Émeric Magne. Comment Mm. s'organise ce nouveau ESTAC? Tu m'as également dit que Eric Members avait un rôle assez important dans cet organigramme, même s'il n'est pas cité ici, un petit peu un homme de l'ombre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors oui, il y a eu un grand chambardement. Clairement, il y a plein de postes clés dans l'organisation du club. Que ce soit avec les relations presse, que ce soit, par rapport aux supporters, que ce soit dans les boutiques du club, il y a énormément que ce soit aussi en termes de kinés, d'analystes vidéo. Ils sont allés chercher énormément de jeunes, de nouveaux profils de gens qui sont pas forcément expérimentés, qui sortent d'études, voilà, pour garnir vraiment l'organigramme du club de nouveaux éléments et de nouveaux services. Ça, en tout cas, ça a été une de leurs premières démarches et une de leurs premières certitudes. C'est vraiment voilà, d'imprimer une nouvelle dynamique et, heu, et ça, vraiment, ils l'ont voulu dès lors qu'ils sont arrivés à Troyes pendant la saison dernière. Ils commençaient à mettre cet organigramme un peu de l'ombre, voilà, en place derrière. Les changements après, les plus importants, on va dire, enfin voilà, en termes de recrutement, je veux dire sur l'équipe, se sont faits vraiment là pendant l'été, pendant le mercato. Mais c'est vrai qu'on l'a vu à l'hiver dernier, il y a eu très peu de recrutement, on a gardé l'ossature. Par contre, en coulisses, ça bougeait beaucoup. Dans les coulisses, il y a eu le rôle d'Éric Momberts qui est fondamental. En fait, il est un petit peu, si vous voulez, émissaire du City Group à Troyes. Donc c'est lui vraiment qui fait le lien entre ces 2 mondes, le monde un petit peu football rural quoi, et football jeune de l'Estac avec la culture, football, mondialisé, on va dire de City Group. Il connaît un petit peu les 2 mondes et du coup, c'est lui vraiment qui fait le lien. C'est un peu l'homme de l'ombre à l'Estac, qui a pas vraiment de poste dans l'organigramme, mais qui est là vraiment en émissaire Ouais, ok. et qui est garant, qui est garant, de cette idée de jeu, justement de jouer, voilà, dans les pieds, de jouer à un football de possession, un football, un football un peu champagne, enfin voilà, un football plaisant à regarder, tourné vers l'offensive. Il est garant de cette idéologie de jeu-là et il est très présent pour voir les U19, pour voir la Nationale 3 aussi évoluer euh, et pour imprimer cette idée de jeu jusque dans les catégories de jeunes, quoi, les stacks. Donc voilà, il y a eu vraiment beaucoup de remue-ménage, mais ça colle beaucoup aussi avec l'idéologie de jeu que voulait imprimer Laurent Batles. Et c'est pour ça aussi que Citigroup a choisi de garder Laurent Batles et d'en faire vraiment le socle de cette idée de jeu-là et le socle comment dire, du mariage entre Oui. Citigroup et les stacks. Bah, d'ailleurs, d'autant que d'une part, Laurent Batles aurait pu être mis de côté au profit d'un entraîneur, on va dire, plus propre, plus proche, pardon, du City Group. Laurent Batles, qui en plus de ça est resté, puisque beaucoup de rumeurs l'envoyaient quitter les stacks. Il y avait surtout une rumeur insistante qui était sortie sur Montpellier et Saint-Etienne, si je dis pas de bêtises, qui Ouais, tout à annonçait fait, ouais, ouais, vouloir ouais. recruter Batles, qui au final
reste encore en poste, voilà, Oui, c'est positif ouais, de. je pense que les sollicitations étaient véridiques en plus, Je hein, mais pense aussi. voilà, quand je disais justement que c'était un mariage d'amour, je pense que Dalloglio à Montpellier, c'était leur 2e choix, mais vraiment, il y a eu une vraie volonté des 2 parties de continuer ensemble, malgré les sollicitations d'un club plus huppé. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, Montpellier, c'est quand même plus attrayant, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la Évidemment. même renommée que les Stacks. Il y a une ambition européenne à Montpellier, enfin voilà, il y avait des joueurs comme Andy Delors, comme Gaëtan Laborde, là, avec le recrutement de Mamadou Sakho aussi, enfin voilà, il y a des gros noms, enfin il y avait des gros noms et du coup voilà, Batles aurait pu, aisément se laisser tenter par Montpellier. C'était un super challenge pour lui, je pense, mais voilà, il y avait ce titre-là aussi qui a joué, je pense aussi Oui, beaucoup bien dans sûr. l'affect. Mais il y a un vrai projet et je pense que, voilà, Laurent Batlle, c'est aussi un homme de projet. Il avait vraiment envie de continuer, il se sentait bien à 3 et du coup, c'est assez rare pour le signaler dans le monde du football, comme on le vit maintenant. Mais mais en tout cas, il est resté et je pense vraiment que c'est un mariage d'amour. Je pense que les 2 parties s'entendent très bien sur la vision à long terme du club, quoi. Ouais, tout à l'heure, tu parlais de Montpellier et de Mamadou Sakho, de la signature d'un central expérimenté. Je vais faire un parallèle qui aura peut-être pas lieu d'être du tout. On va un petit peu passer au mercato, juste faire deux, trois petits bullet points sur le mercato de la Stack. Cette arrivée d'Adil Rami, qui a un peu surpris pas mal de gens, qui Ouais, peut ouais. être aussi un peu conditionné avec la non-arrivée, et c'est surtout pour ça que j'en parle, c'est pas juste pour parler d'Adil Rami, c'est parce qu'il y avait aussi cette rumeur concernant un possible transfert de Sinali Diomandé à l'Estac. Alors en prêt, en achat, on sait pas trop, mais en tout cas, il y avait cette Mmh. rumeur-là qui au Ouais, final a pas mal tourné. bien sûr, il y avait un vrai besoin à l'Estac, derrière. Il y a, déjà, on joue en défense à 3 depuis 1 an et demi, donc avec 3 centraux, avec, Jimmy Géraudon, Yoann Salmier, dont les dirigeants pensaient vraiment que, voilà, Yoann Salmier, c'était athlétique pour jouer, en Ligue 2, mais en Ligue 1, ça allait être peut-être un peu juste. Et Walid El Hadjam. Alors déjà, Walid El Hadjam, c'est pas vraiment un central à la base. Walid El Hadjam, c'est un arrière droit qui a été repositionné dans l'axe. Donc on était vraiment, en manque parce qu'en plus les jeunes qui étaient derrière, donc il y avait 2 jeunes, du centre de formation de l'Estac, qui ont pas forcément percé. Il y a Calvin Bombo, notamment, voilà et un autre joueur aussi qui est parti à Orléans, cet été, donc on leur a pas fait confiance. Ils ont pas forcément fait leurs preuves en Ligue 2. Donc du coup, il y avait un vrai besoin de recruter derrière parce que quand tu joues avec une défense à 3 et qu'en plus tu as personne derrière sur le banc, il y avait, vraiment du recrutement à faire. Donc ils avaient ciblé deux trois noms, parmi lesquels Sinali Diomandé, hein. Ils voulaient vraiment Diomandé, voilà en prêt pour jouer avec 2 expérimentés que sont Géraudon et El Hadjam. Ça s'est pas fait. Donc du coup, au niveau des prêts, ils sont quand même, ils ont quand même été bien lotis puisqu'ils ont récupéré, Sandler et Palmer Brown de Manchester City et puis, du coup, il y a cette signature d'Adil Rami comme tu dis, hein, qui est assez improbable. Honnêtement, nous, on l'a pas vu venir du tout. Ok. Supporters de l'Estac, on l'a absolument pas vu venir ce recrutement. On va passer aux enjeux de cette rencontre, alors qu'il est déjà 21h42. L'OL, après, bon, un certain dernier match dont on voudrait un peu taire le résultat. Vous le connaissez, l'OL est 9e de Ligue 1, alors que mon pied de micro est en train de faire des siennes. Deux victoires, deux nuls, deux défaites depuis le début de la saison, avec 9 buts marqués pour 10 buts encaissés. Et voilà, et du coup, un début de saison lyonnais marqué j'ai failli dire cette inconstance dans les résultats, mais cette constance dans une augmentation progressive de la qualité du jeu, alors que mon micro vraiment est en train de tomber. C'est formidable. Et du coup, voilà, c'est vrai que Taken, ton avis, on le connaît un peu tous, puisque on entend à chaque fois, à chaque après-match, un discours qui t'est propre
concernant les performances lyonnaises, mais il y a une vraie augmentation de la qualité du jeu lyonnais. Et l'enjeu aujourd'hui pour l'OL, ça va être de retrouver la victoire en gardant cette philosophie, et comme dirait Peter Bosz, offensif et attractif. C'est ça, la fameuse philosophie de Peter Bosz. Et c'est surtout aussi un point qui est intéressant à souligner, c'est constamment repris par le coach dans les interviews et dans les conférences de presse d'avant, d'après-match, même en cours de semaine. Il communique tout le temps, Peter Bosz, qui est d'être exigeant, d'être surexigeant envers son groupe. C'est très très important à ses yeux. On l'a revu après le match contre le PSG, où Peter Bosz dit à ses joueurs que il y a encore du boulot, il y a encore des choses à faire, même contre Strasbourg pour rester en Ligue 1 dimanche de la semaine dernière déjà. Alors que c'était un des matchs où l'OL s'était vraiment imposé en dominant et en étant vraiment convaincant dans le jeu, dans les actes. Le coach restait, on va dire, sur sa faim et demandait encore plus et repousse même les demandes qu'il fait à son groupe. Et on sent ça, on sent cet état d'esprit, on va dire, qui petit à petit influe sur le groupe et qui fait que bah, plus ça avance et plus en fait le groupe se renforce mentalement dans l'exigence et dans la volonté, on va dire, de faire mieux match après match. Et c'est ce qui permet aussi d'entrevoir un rebond sitôt après pas l'élimination, pardon, la défaite, la piteuse défaite, honteuse même pour le corps arbitral, contre le PSG, où voilà, il y a eu on en a déjà parlé des événements, Il y mais a où eu il y des a ce faits de jeu. penalty qui est complètement litigieux, honteux, scandaleux. Bref, tout le monde s'est déjà exprimé là-dessus, on va pas épiloguer, mais on va dire que c'est un fait de jeu qui a beaucoup influé sur le score final, alors que dans la manière, l'OL s'est bien débrouillé face à ce PSG, et c'est ce qui est encourageant quand tu te déplaces pardon, sur le terrain de la, mettons, je mets des guillemets parce que j'aime pas dire ça, mais de la meilleure équipe du championnat, si tant est que ça veut vraiment dire quelque chose, mais Ouais, tu vois quelque chose côté lyonnais depuis le début de saison, et c'est intéressant de voir cette pente ascendante qui se dessine malgré, on va dire, des résultats un petit peu en dents de scie, puisqu'on le voit à l'écran, hein, de victoires, de nuls, de défaites. Jusqu'ici, on se dit, ouais, bon, le bilan comptable, tout ça, peut-être pas moyen. suffisant. Voilà, si on s'arrête vraiment à une analyse bornée, statique, on va dire, ouais, bon, le Peter Bosz, très gentil, machin, attractif, offensif, et on va rester sur notre fin. Alors que quand on regarde le contenu et ce que le groupe lyonnais propose, bah, tu sens une différence par rapport à ce que tu avais en amont avec Rudy Garcia, avec Silvinho, et voire pire, si on remonte encore un peu plus loin, avec Bruno Genesio, où c'était vraiment l'inconstance incarnée, avec le fameux OL qui jouait une mi-temps sur deux, blablabla. Blablabla. Tu l'as dit tout à l'heure également, un Olympique Lyonnais qui a joué crânement sa chance et qui a fait un bon match face au Paris Saint-Germain. Une ressemblance en plus avec cette équipe de l'Estac qui a déjà affronté le Paris Saint-Germain et qui n'avait vraiment pas à rougir, j'ai trouvé, de sa prestation. L'Estac qui reste sur, elle, une 13e place en Ligue 1 avec une victoire, 2 nuls et 3 défaites, 6 buts marqués pour 8 buts encaissés. C'est quelque chose que tu me disais en avant-match, Antoine. On a également ce sentiment que pour côté Estac, on réussit mieux à l'extérieur qu'à domicile. Pour l'instant, oui. Après, on a quand même un début de calendrier de championnat Très dur. assez dur, hein, ouais, très très dur à domicile. Tu commences la saison en étant promu de Ligue 2, champion de Ligue 2, certes, mais tu commences en recevant Paris et Monaco. Donc de suite, voilà, Bienvenue en c'est Ligue 1. compliqué. Ouais, c'est bienvenue en Ligue 1, voilà, c'est ça, hein. Tu tombes sur les deux plus gros effectifs, en tout cas les deux effectifs où il y a le plus de noms ronflants. Voilà, donc c'est très compliqué. Après, oui, pour l'instant, on a un meilleur bilan comptable à l'extérieur qu'à domicile. Donc on va à Lyon forcément avec l'envie de ramener au moins un point. Et oui. Mais, mais c'est vrai qu'à domicile, si on avait eu des autres affiches, peut-être que le bilan serait différent. Après, voilà, contre Paris, je suis d'accord avec votre analyse. J'ai regardé aussi le match de Lyon. Et du coup, voilà, je me demande encore comment tu peux repartir avec 0 point de ce match. Arbitrage assez scandaleux sur le penalty. Voilà, une prestation hyper cohérente de l'OL. Euh, et du coup, moi, ça me fait peur quand même. Ça me fait assez peur pour les stacks parce que je me dis que
avec un autre résultat, l'OL aurait peut-être fait preuve d'un petit peu de suffisance. Ouais, Euh, mais là, du coup, je pense qu'ils vont vraiment attaquer le match avec le couteau entre les dents. Que Peter Bose, voilà, comme tu le disais, Taken euh, va leur, pas leur remonter les bretelles, mais en tout cas imprime cette volonté d'en vouloir toujours plus. Et du coup, voilà, ça me fait un peu craindre le pire pour les stacks. Pour l'instant, je pense que les éléments et le calendrier sont un peu contre les stacks. Pour autant, on n'est pas relégable et je pense qu'on peut sur le long terme envisager le maintien. Alors après, envisager autre chose qu'une défaite ou un match nul à Lyon, vu le contexte, ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. c'est sûr. Pourquoi pas? On va faire un petit point sur le classement avant de passer aux compositions probables. Cette formation troyenne, je l'ai dit, est 13e. Et ce qui est important, c'est de voir en comparaison avec les autres de cette Ligue 1. C'est encore tôt, après seulement 6 journées, pour vraiment avoir un, un nivelage, oui, et avoir des niveaux au niveau de ce classement. 3 et 13e avec 5 points, à 2 points de la zone de relégation, 1 point de la zone de barragiste. Mais si on regarde vraiment plus haut, à 3 points, cette formation troyenne peut revenir plus que dans le top 10, puisque avec une situation assez favorable, il y a même la 8e place qui est envisageable. Côté lyonnais, avec 8 points, on peut faire encore, enfin, très simplement, une victoire vous amènerait à 11 points et à une 4e place à égalité avec Angers. Bon, bien évidemment, sous réserve que les équipes devant nous perdent toutes, ce qui reste peu probable. Donc l'OL va chercher clairement à intégrer le top 5. Si jamais il y a victoire, pour 3, ce sera d'intégrer la première partie de tableau. On va faire un petit... regarder les compositions probables. Alors, je le redis, c'est le 5e ou 6e avant-match depuis le début de la saison, le 4e avant-match depuis le début de la saison. Mais à chaque fois, je le redis, ce sont des compositions probables, des compositions qui sont faites par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est ni journaliste, ni insider, ni quoi que ce soit. Donc, on peut se tromper. Et je crois que depuis le début de la saison, on n'a pas eu une composition de juste côté lyonnais. Donc voilà, on a une composition qui pourrait être celle-ci. D'autant que le groupe qui a été annoncé tout à l'heure ne vient pas aller contre la composition qu'on a là. Taken. Absolument, ouais. C'est ça, on va retrouver bon Lopez dans les buts, on est habitué, voilà. Une charnière Boateng-Denayer en espérant évidemment que Boateng, au fil des matchs, puisse enfin boucler 90 minutes, puisqu'on rappelle, hein, ça fait déjà 2 fois qu'on le voit, même 3 fois d'ailleurs, où on le voit jouer 60 minutes puis être remplacé par Diomandé. Bon, les 5 changements permettent ça, mais on va dire que c'est pas encore forcément idéal. On attend une charnière qui puisse faire 90 minutes tout le temps. Malo Gusto qui devrait continuer à droite, puisque Léo Dubois, même s'il fait son retour dans le groupe, même s'il est capitaine, tout ce qu'on veut, il est sans doute pas encore assez prêt physiquement pour démarrer tout de suite. On va voir ce que Peter Bosz conclura demain avant justement de faire sa compo. À gauche, Emerson devrait toujours démarrer, puisque de toute façon, il y a plus de backup avec Enrique qui n'est pas dans le groupe cette fois-ci. Concernant le double pivot de Peter Bosz, ben, on devrait sans doute retrouver Bruno Guimaraes en espérant qu'il aille un peu mieux parce qu'il avait terminé son match contre le PSG avec des étoiles plein les yeux. Il avait le tournis tellement il s'était dépensé. Maxence Cacré qui lui aussi a enchaîné beaucoup depuis qu'on a eu ce déplacement à Glasgow en Europa League jeudi. Donc voilà, il y a beaucoup aussi d'accumulation de matchs et de minutes pour ces deux-là. Mais bon, peut-être que le retour de Mendes, même si pareil, pareil que Dubois, il est peut-être sans doute pas apte à jouer beaucoup de minutes. Peut-être que ça va influer un petit peu et permettre de faire une légère rotation, mais ça ne devrait pas changer le 11 titulaire. Paqueta devrait aussi démarrer à droite avec lui aussi beaucoup d'accumulation de matchs, hein, toujours. C'est l'éternel rengaine quand tu joues en semaine. Aouar, qui n'avait pas démarré contre le PSG, devrait cette fois-ci démarrer et a de grandes chances de récupérer le brassard si son compère Moussa Dembélé devant lui est trop juste pour démarrer, parce que Dembélé, comme Dubois, fait son retour après cette blessure. Dembélé, qui devrait peut-être jouer parce que lui était quasiment prêt pour le PSG, mais c'était une décision de dernière minute parce qu'on voulait prendre aucun risque, mais du coup, il y a vraiment moins de risques que Dubois. Et enfin, Toko Ekambi, qui lui, c'est un peu celui qui joue tout le temps, Toko Ekambi, quoi qu'on puisse en penser, il y a pas vraiment d'autres ailiers, on va dire, dans l'effectif avec son profil. Donc,
à gauche, à droite, il réussit tout le temps à glaner des minutes, celui-là. Et oui, et Et du coup, voilà ça pour donne le 11 cette carré. composition d'équipe en 4-2-3-1. 4-2-3-1 qui semble être la formule trouvée par Peter Bosz qui marche à peu près bien. Du côté de l'Estac, alors du côté de l'Estac, c'est une composition qui là aussi est provisoire, et on en parlera de cette formation. Galion dans les buts, une charnière à 3, on l'a dit, on a commencé à en parler avec le Cassinelli Diomandé, Elijam, Giraudon et Azamoun. Des pistons qui à gauche devraient donc être Caboret et à gauche, logiquement, Biancone. Et pour ce qui est du milieu à 4, avec probablement Kwame Tardieu, et donc là une incertitude au niveau de qui jouera véritablement ce rôle un peu plus avancé entre Chavalrin et Dingomé. Et en pointe, Johan Tousgar. Tu me disais avant le match que tu étais même pas finalement, non, au début de live, que tu étais finalement même pas certain, Antoine, que Tousgar débuterait. Ouais, ouais, pas certain à cause de l'accumulation des matchs, hein. Voilà, l'accumulation des matchs, Tousgar, il a démarré titulaire sur tous les matchs depuis le début de saison. Il a 35 ans, hein, faut pas l'oublier, Johan Tousgar. Donc même 35 ans, oui, c'est vrai. il est sorti à 20 minutes, un quart d'heure de la fin là, contre Montpellier, remplacé par Gerson Rodriguez. Voilà, Gerson Rodriguez, il peut démarrer en pointe aussi. Il y a l'option Renaud Ripard aussi, si Renaud Ripard est remis. Donc, bon, voilà, beaucoup d'incertitudes, hein, beaucoup d'incertitudes pour les stacks. Après, il y a, il y a- il y a une incertitude qui n'en est plus une, du coup, c'est Youssouf Koné sur le côté gauche. Parce que Youssouf Koné, contractuellement, apparemment, il ne peut pas jouer contre l'OL. Donc, D'accord. ce sera probablement Biancone à gauche. Et du coup, Youssouf Koné qui revenait un petit peu de blessure, alors il a fait que le match contre Paris titulaire, puis il est rentré un petit peu contre Montpellier. Il ne jouera pas contre Lyon. Et du coup, ce sera sûrement Biancone à gauche, comme tu le disais, et Caboret à droite. Si Caboret aussi est remis de sa blessure. Et c'est là que ça va être très embêtant, puisque il faudrait qu'il soit remis de sa blessure, puisque sinon c'est carrément El Hadjam qui va basculer à droite et on va rajouter un défenseur central, sûrement un joueur prêté par le City Group, donc du coup sûrement Sandler. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et de toute façon, voilà, un des critères de recrutement de Batless, j'en parlais en avant live, c'est aussi d'avoir recruté des joueurs sur leur polyvalence. Oui. Donc du coup, c'est une équipe qui peut bouger beaucoup. Lui, je pense qu'il a envie de trouver un équilibre, mais là, étant donné l'accumulation des matchs et les incertitudes de blessés, la compo qu'on vient de donner, c'est la compo de base, mais elle peut très bien bouger demain. Ouais. Il va être très rapidement 22 h, donc on va pas tarder à migrer tout doucement vers la fin de ce live. On va quand même continuer un peu de discuter sur cette formation de l'Estac, sur cette composition en elle-même. Tu nous disais tout d'abord, au tout début, la première question, l'une des premières questions que je t'ai posées sur les trois joueurs qui, selon toi, étaient vraiment les joueurs en forme et à surveiller. Tu m'as sorti les noms de Kwame, de Caboret. Quel était le troisième nom, du Ouais, coup, Johan Tousgar, évidemment. évidemment, Johan Tousgar, qui bien sera sûr. qui est pour le moment avec 2 buts, le meilleur buteur de cette formation de l'Estac. C'est un joueur Mm. qui reste offensivement, même à 35 ans, un petit danger. Anti-Stéphanois qui nous dit Cherki sur son entrée contre le PSG mérite de jouer un peu plus, voire titulaire pour faire souffler les titulaires actuels. C'est vrai, c'est une possibilité maintenant. Est-ce que ce sera fait? J'ai pas l'impression que Cherki débute encore titulaire. Pour Moi, je suis revenir sur. surpris, les gars. Je suis Ouais, surpris, les gars, qu'il n'y ait pas plus de débat de votre côté sur Shaqiri. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, hein, du coup, mais est-ce que Shaqiri, il pourrait pas débuter, non? Je sais pas, chez vous. bah, en fait, la situation, tactiquement, il y a toujours ce schéma un petit peu dans ce que propose Peter Bosz, d'avoir un Moussa Dembélé ou en tout cas un attaquant de pointe qui reste très très proche des deux défenseurs centraux, qui a ce rôle vraiment d'ancrage, de point d'appui. Karl Toko Ekambi est l'attaquant qui va surtout chercher à la profondeur et à créer des espaces, à aller chercher, enfin, aller, non, pas créer, à aller chercher les espaces, à aller se projeter et à aller proposer en profondeur avec sa vitesse. Et en fait, une fois que vous avez ces deux attaquants-là qui font ce rôle-là, Aouar et Paqueta vont avoir un rôle, le numéro 10 et l'ailier droit vont beaucoup plus réaxer et vont jouer beaucoup plus court, beaucoup plus proche dans les pieds. Et en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que Xherdan Shaqiri, il a ce rôle-là
au même titre que Samawar, au même titre que Lucas Paqueta. C'est-à-dire que Shaqiri peut rentrer en numéro 10 et côté droit. Et au final, Shaqiri, je pense, ne jouera pas avec Aouar et Paqueta. Ce sera forcément l'un des trois qui finira sur le banc. Et là, puisqu'il a soufflé contre Paris, je pense que Aouar sera titulaire. Et puisque Paqueta sort d'une performance magnifique, peut-être même meilleure que Shaqiri sur le dernier match, c'est pour ça que perso, je justifie le fait de mettre Shaqiri sur le banc. Maintenant, il est totalement possible que ce soit Paqueta qui souffle, parce qu'il a quand même enchaîné plusieurs gros matchs, et on l'a vu, il était assez crevé lors des dernières minutes. C'est fortement possible que ce soit pas Paqueta et qu'on ait Shaqiri à droite avec Aouar en 10. Histoire qu'on ait encore une compo fausse. Oui, bah voilà, de toute façon, aussi bien, et puis de toute façon, aussi bien, c'est vrai qu'avec le retour de Mendes qui était suspendu, qui était non, blessé, on pourra très bien avoir le même style de choix avec un Bruno mis sur le banc pour un Thiago Mendes, ou voilà. Donc bon, la situation elle est comme ça. De toute façon, Shaqiri, pour le moment, il a fait quoi? Il a fait 90 minutes, non, même pas, il a même pas fait 90 minutes face aux Rangers. Non. Ouais, donc il a pas encore fait 90 minutes pleines. Ouais, bah, c'est un peu comme Jérôme Boateng, hein. C'est vrai. C'est ces deux joueurs-là qui sont physiquement pas encore à 100%, et c'est ce qui fait que du coup, bah, on, euh, on les voit sortir à chaque fois, passer l'heure de jeu, quoi. Il est déjà 22h03. On va clôturer tout doucement ce petit live. Antoine, quel est ton point de vue pour ce match quand même? C'est dur de se jouer, de se lancer au jeu des pronos, mais comment tu le sens niveau score? Est-ce que tu dois me donner un buteur de chaque côté? Eh ben écoute, voilà, moi je vais te dire un but partout. Je vais te dire un but partout parce que voilà, évidemment, il y a le côté supporter de l'Estac qui parle. Mais bon, je pense quand même que Lyon va l'emporter sur ce match. Je pense qu'il y a trop d'incertitudes côté troyen pour essayer d'espérer quelque chose. Après, voilà, j'espère quand même le un but partout. Donc si je dois te dire un buteur de chaque côté, euh, je vais te dire Paqueta côté lyonnais. C'est vraiment le joueur qui m'a impressionné là sur les derniers matchs lyonnais. Et puis un buteur côté troyen. Bon, je vais m'oser à dire Gerson Rodriguez sur une entrée en jeu et un petit but en fin de match. Voilà, le Luxembourgeois, on n'a pas parlé de lui. Il arrive du Dynamo Kiev. Euh, il a marqué un but très important à Metz contre un concurrent direct au maintien. Et voilà, s'il pouvait nous apporter ça dans le Money Time pour revenir à un but partout et ramener un point dans les bagages, on prend. Ce serait une belle histoire, en effet. Taken, Enfin, une belle histoire. Et pour nous, oui. Après, pour vous, un peu moins, évidemment. Mais... C'est vrai. Absolument. De mon côté, qu'est-ce que je vois sur cette affaire OL et Stack? Est-ce qu'on est diplomate ou est-ce qu'on n'est pas diplomate? Je penche par la deuxième option, j'ai envie de voir un 3-1 côté lyonnais. et si tu dois Une donner victoire, un une victoire nette pour justement laver, on va dire, le... l'affront. Ouais, voilà, l'affront subi au parc, voilà, le titre est excellemment bien trouvé. Avec comme buteur, allez, Dembélé, parce que c'est souvent lui qui est un peu inévitable côté lyonnais. Et pour le buteur troyen, j'ai bien envie là de voir un but de Yoann Tousgar. Là. La plaidoirie de Antoine m'a bien plu. Me Ouais, ouais, concernant, Tousgar. Enfin, vraiment, Tousgar, méfiez-vous-en, parce que c'est vraiment quelqu'un voilà, qui touche pas énormément de ballons, mais qui est hyper volontaire, hyper battant, et qui va énormément au pressing. De la première à la dernière minute, jusqu'au moment où il sort, c'est un mec qui ira au pressing tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un vrai chien sur le terrain, et c'est pas quelqu'un qui laisse relancer les défenseurs, quoi. C'est vraiment le premier presseur de l'équipe. Et c'est en ça vraiment qu'il est très précieux pour nous. C'est quelqu'un qui travaille de la première à la dernière minute. Et du coup, voilà, la moindre erreur, il sait l'exploiter, quoi. Enfin, voilà. ouais, évidemment. Pour ma part, je vois une victoire lyonnaise. Ça me paraîtrait une énorme contre-performance de ne pas gagner face à l'Estac. Maintenant, on l'a dit tout au long de ce live, c'est une équipe qu'il faut absolument pas sous-estimer. Oui, mais pareil, j'aimerais quand même qu'on puisse faire un clean sheet parce que l'OL n'en a pas fait. Si, contre Nantes, victoire avec clean sheet. C'est le Euh, seul clean sheet en Ligue 1, ouais.
Ouais, donc ce serait bien. Maintenant, voilà, un buteur de chaque côté. J'ai toujours envie de voir un but d'Oussem Aouar, hein, qui n'a pas marqué depuis le début de la saison. Non. Non, qui n'a pas marqué depuis le début de la saison. Et allez, côté troyen, pourquoi pas un but de Mama Baldé s'il rentre en cours de match. Ça pourrait être intéressant de le voir. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Et voilà, ça pourrait être une très très belle, une très très belle opposition entre deux équipes qui ont une volonté de jouer haut et qui ont une volonté de vraiment de faire les choses correctement et de gagner Ouais, avec la manière. je pense qu'on va avoir du beau football en tout cas. Ça vraiment, j'en suis persuadé. Si vous voulez voir du beau football, si vous voulez voir ce match, vous pourrez le voir sur Amazon Prime. Ce sera demain, mercredi 22 septembre à 21h. Vous pourrez le voir seul, mais vous pouvez également le voir en multiplex parce qu'il y aura trois matchs à 21h. Angers-Marseille, Lyon-3 et Lens-Strasbourg, qui sont les trois matchs de 21h. Sachant que c'est une journée qui se déroule en un seul jour, puisque les matchs qui sont à 21h ne seront pas les matchs qui seront à 19h. Jusqu'ici, rien de logique, rien de d'illogique, pardon. Et donc les autres matchs de cette journée qui auront lieu euh, mercredi à 19h, Rennes-Clermont, Monaco-Saint-Étienne, Lille-Reims, Montpellier-Bordeaux et Nantes-Brest. Voilà pour ce live qu'on va tout doucement conclure. Merci énormément à toi Antoine d'avoir été là. Eh ben, merci à vous pour l'invitation. Et puis, j'espère voilà, avoir renseigné les supporters de l'OL sur le prochain adversaire, donc en l'occurrence les Stacks. Et puis voilà, je vous souhaite un bon match à tous. Et bah bon match à toi aussi. Merci également à Tekken d'avoir été là ce soir. Et toujours ravi d'être en ta compagnie, Melt, pour les avant-matchs. Et toujours avec d'excellents invités, hein, très, très instructifs à chaque fois, c'est génial. Et ouais, c'est Ah, vraiment un merci. très très grand plaisir de pouvoir accueillir toutes ces personnes, de pouvoir discuter avec vous de ces matchs de l'Olympique Lyonnais qui auront lieu bah, à chaque fois 2, 3 jours après. Là, c'est demain parce qu'on a dû décaler un peu à la dernière minute. C'est vrai que c'était pas trop prévu. Bon, enfin, dernière minute, ça fait 2, 3 jours qu'on l'a décalé, mais on est quand même super heureux de pouvoir les faire, de pouvoir vous proposer ce rendez-vous quasiment, quasiment toutes les semaines. Bi-hebdomadaire maintenant. J'ai failli dire quasiment toutes les semaines, mais oui, même plus que toutes les semaines. C'est le troisième en 10 jours et on en a encore un qui arrive dans 2 jours. Dans deux C'est jours. ça. Donc on est sur tous les fronts. Pour le reste de la publication du programme Football, vous aurez dès demain la rediffusion de ce live. Dès demain soir, après le match, vous aurez la team historique Football avec Tekken, mais également Ferrandinho et Tassour pour débriefer cet OL Estac. Nous, quand je dis nous, je parle de moi, vous me retrouverez jeudi pour faire l'avant-match du match de samedi face à Lorient. On sera encore en Ligue 1 et on sera encore en avant-match et on sera extrêmement heureux d'être avec vous puisque Tekken m'accompagnera encore, il me semble, si je dis pas de bêtises, pour ce Ouais, prochain avant-match. absolument. Et on Absolument. pourra parler de cette formation en espérant qu'on puisse introduire ce live avant-match en disant que hier nous avons gagné face à l'Estac, même si avant tout on espérera voir un bon match. Ça va faire pendant 5 minutes qu'on fait une outro, il va falloir couper parce que là ça devient un petit peu trop long. Bonsoir à tous, bonne nuit et bon match à toi Antoine, à toi Taken et bon match à vous tous. Ciao ciao. Bon match, les gars. Bon match, les gars, et bonne nuit. Ciao ciao. Yes, merci, à bientôt.